La séance d'aujourd'hui va examiner comment suivre les conversations dans des espaces fermés. Et nous avons trois objectifs pour aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons nous pencher sur le paysage, sur l'univers de ces applications de messagerie, pourquoi elles sont importantes, pourquoi elles sont difficiles pour suivre les nouvelles et la désinformation. Nous allons parler de l'éthique relative au suivi de ces espaces et aux questions que les journalistes ou les chercheurs ou les communicateurs de santé se posent avant d'entrer dans ces espaces. Et finalement, nous allons parler de quelques conseils pratiques, comment trouver ces espaces. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, je me présente. Je m'appelle Laura Garcia. Je suis directrice formation et support pour First Draft. Et vous pouvez me trouver sur Twitter, @LauraGRB. Ces séances sont autonomes, donc ne vous inquiétez pas si c'est la première fois que vous nous rejoignez. La séance d'aujourd'hui présentera tout ce qu'il vous faut savoir, mais vous pouvez également écouter des sessions antérieures si vous le voulez pour enrichir vos connaissances sur la désinformation sur les vaccins. C'est parti. Donc, je crois qu'il est important de commencer avec quelques statistiques pour nous rendre compte de l'ampleur de ces espaces et pourquoi ils sont importants dans notre travail en tant que journaliste, chercheur, universitaire, communicateur ou agent marketing. Toutes ces statistiques que nous voyons à l'écran sont globales, mondiales. Par exemple, WhatsApp a 2 milliards d'utilisateurs dans le monde entier. Facebook Messenger, la partie de messagerie de Facebook, 1,3 milliard d'utilisateurs. Il y a également des applications propres à certains pays ou qui sont préférées par certaines communautés. Par exemple, WeChat, c'est pour la Chine et elle a beaucoup de fonctions. Sur cette application a beaucoup de fonctions, par exemple, pour acheter certaines choses. KakaoTalk, c'est une application pour la Corée. Telegram était très, très populaire en Iran avant d'avoir été bloqué. Et maintenant, elle n'est accessible qu'à travers d'un VPN. Line est très populaire au Japon, au Taïwan, en Thaïlande. Et les experts de la sécurité préfèrent Signal parce qu'elle a des couches supplémentaires de sécurité. Mais quel que soit l'endroit où nous nous trouvons dans le monde entier ou de notre espace préféré, tout ce que ces espaces ont en commun, c'est que la manière dont nous communiquons avec les gens dont nous nous soucions, nos amis, nos parents, nos collègues, les gens avec lesquels nous avons été à l'école. Donc, si nous pensons au thème de la désinformation, nous voyons déjà que nous sommes désireux et nous partageons volontiers des informations avec ces gens parce qu'ils nous plaisent, ce sont des gens que nous aimons et nous voulons faire partie de leur groupe. Et peut-être nous sommes moins méfiants ou bien moins critiques des informations qui se partagent sur ces espaces. Nous baissons la garde et également il est très difficile pour les vérificateurs des faits, les journalistes, de corriger les informations qui circulent dans ces espaces. Examinons maintenant une raison pour laquelle cet espace est important pour nous. C'est parce que les communautés de diaspora dans le monde entier utilisent ces plateformes pour communiquer. Je sais que la seule raison pour laquelle j'ai toujours Facebook Messenger sur mon téléphone, c'est parce que c'est comme ça que je parle avec ma famille, mes amis au Mexique. Et WhatsApp, c'est pareil. Donc cela élargit les communautés que nous suivons et nous devons donc faire attention à ces espaces. Il est parfois facile de supposer que parce que moi, je ne suis pas sur une plateforme, donc personne d'autre n'y s'y trouve, mais cela signifie simplement peut-être que je n'appartiens pas à une certaine communauté et donc je n'ai pas les mêmes habitudes de consommation d'informations. Donc si nous allons couvrir un nouveau territoire ou une nouvelle communauté, peut-être la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'ils utilisent pour parler avec leurs amis, avec leur famille? Quelle application utilisent-ils pour partager des informations, leur capture d'écran, ce genre de contenu les uns avec les autres, surtout si nous parlons des communautés de diaspora, parce qu'elles sont dans différentes langues, dans différentes zones géographiques, différentes nationalités, différentes identités. Et donc, ce travail en réseau est beaucoup plus global. Donc. Et nous voyons cela tout le temps. La désinformation qui commence peut-être avec une communauté chinoise aux États-Unis, et puis elle arrive à Hong Kong ou vice-versa.
C'est pareil au Mexique, par exemple, j'ai vu des choses qui sont partagées par des Mexicains qui vivent à l'étranger et finalement, ils aboutissent dans le groupe de conversation de ma famille. Donc, ils franchissent ces barrières. Ces conversations franchissent les barrières. Maintenant, ce sont des espaces non seulement pour interagir avec les gens que nous aimons, auxquels nous faisons confiance, et nous voulons faire partie de ces groupes. Il y a également deux autres raisons pour lesquelles les gens se dirigent vers ces groupes. La première chose, c'est les péages numériques. Certains espaces ont des péages numériques pour contrôler le contenu. Il faut payer pour accéder au contenu. Cela est le cas, par exemple, pour le journalisme. Le journalisme est un travail qui nécessite de l'argent et du professionnalisme. Donc, il y a des barrières pour y accéder. Donc, il y a peut-être des gens qui ne veulent pas accéder à ces espaces et donc ils se tournent vers d'autres espaces pour obtenir des informations. Quelque chose d'autre, c'est des données gratuites. Dans certains pays, certains espaces offrent un trafic gratuit. Par exemple, lorsque les smartphones ont commencé à prendre de l'ampleur au Mexique, peut-être en 2009, on pouvait avoir WhatsApp et Facebook gratuitement sur le téléphone sans consommer de données. Et c'est toujours le cas dans certains pays. Ce qui signifie que les obstacles financiers à l'entrée sont plus bas pour accéder à ces espaces. Et dans ces communautés, le téléphone est le seul outil d'interaction qu'ils ont pour accéder à Internet. Les gens n'ont pas forcément Internet ou un ordinateur. Et surtout maintenant, notre monde entier est accessible sur un écran à cause du coronavirus. C'est sur notre téléphone que nous trouvons nos informations. Et donc, les péages numériques qui parfois bloquent l'accès, certaines applications permettent un accès gratuit et donc il y a beaucoup de gens qui accèdent à ces espaces. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais il est important que nous comprenions l'écosystème que nous commençons à pénétrer. Et il ne s'agit pas simplement de ce que nos cousins, notre famille veulent faire. Voici les données officielles pour le Reader Institute pour l'étude du journalisme, ce que font les gens sur ces espaces pour suivre l'actualité. Regardez les pourcentages. 53% au Brésil, 50% en Malaisie utilisent WhatsApp. 49% de la population d'Afrique du Sud utilise WhatsApp pour suivre l'actualité. 41% à Hong Kong. Messenger for News à d'autres endroits. Cela signifie que bien que quel est le terme que je cherche? Donc peut-être nous avons une nouvelle, une information, ensuite on a des mimes de chat, ensuite encore des nouvelles. Il y a toutes sortes d'informations, mais les gens utilisent ces espaces. Et nous allons nous en pencher cela en détail dans un instant. Il y a également une direction particulière qui est donnée à l'intérieur de ces plateformes pour le respect de la vie privée. Ce que Mark Zuckerberg a dit en 2019 lorsqu'il a donné la direction à Facebook et à la famille de produits Facebook. Il faut se souvenir de cela lorsque nous parlons de Facebook et de Messenger et Instagram et tous ces autres espaces. La direction qu'il a définie est que la messagerie fermée est une option pour les gens qui veulent se soustraire au suivi, au ciblage, au harcèlement, voire à la législation dans certains pays qui sanctionne les gens qui partagent de fausses informations. Donc cet axe, ce pivot a été axé sur les gens qui ne veulent pas publier toutes les informations pour tous, pour des applications qui nous permettent de partager des informations de manière plus sécurisée. Et notamment sur Facebook, cet aspect reçoit la priorité dans les algorithmes. Vous verrez par exemple sur votre Facebook que les gens qui sont dans des groupes reçoivent la priorité par rapport aux messages individuels. Non, le coût d'accéder aux actualités ou alors les algorithmes qui recommandent quelque chose en premier ou le fait que tous nos amis sont sur un espace particulier, tout cela nous envoie vers ces applications, ces applications fermées. Encore des statistiques intéressantes du Reuters Institute pour l'étude du journalisme. Les gens qui utilisent Facebook ou les groupes de WhatsApp de Facebook
on voit du côté gauche et du côté droit, on voit une grande différence. Du côté gauche, c'est une priorité. 50% des gens utilisent des groupes publics. Ça veut dire qu'ils sont en compagnie de personnes qu'ils ne connaissent pas. Peut-être ils ont des intérêts communs. Et sur ces 51%, il y en a 14 qui l'utilisent pour suivre l'actualité, pour parler de politique, et 18% qui les utilisent pour parler de leur communauté locale. De l'autre côté, les groupes privés sont davantage axés sur WhatsApp. Les gens sont davantage disposés à se retrouver sur des groupes privés WhatsApp avec leur famille, avec leurs amis. Mais dans les deux cas, nous trouvons ces espaces pour parler avec des gens, même que nous ne connaissons pas, ou des gens avec lesquels nous avons des points en commun. Ce sont peut-être l'endroit où nous habitons, les films que nous aimons, le sport que nous pratiquons, les choses que nous aimons cuisiner, n'importe quel intérêt. Si nous nous penchons sur ces 4 principales applications et les services qu'elles proposent, WhatsApp offre le chiffrement de bout en bout, mais, un mais important, les administrateurs de groupe peuvent créer des liens d'invitation et les poster sur l'Internet. Et il y a des moyens de trouver ces liens d'invitation et je vais vous le montrer comment dans un instant. Mais cela est lié à des choses très privées, des groupes personnels. Lorsque l'administrateur de groupe crée un lien et le met sur Internet, c'est un groupe qui devient accessible en public. Signal offre également chiffrement de bout en bout, étant source ouverte, des messages qui s'autodétruisent. Donc, les gens qui aiment la sécurité apprécient cette application. Telegram n'est pas chiffré par défaut, mais on peut activer une fonction qui s'appelle le mode secret pour chiffrer les communications. Et WeChat n'offre aucun chiffrement de bout en bout. Donc, ces conversations sur la sécurité, sur la vie privée, ne sont pas toujours aussi publiques, aussi privées qu'elles le devraient. Parfois, nous sautons tous sur une nouvelle plateforme parce que tous nos amis, notre famille s'y trouvent. Mais en tant que journaliste, nous faisons la même chose. Lorsque les gens passent sur Telegram ou Signal, comme ça s'est passé il y a peu de temps, parce que WhatsApp a changé ses services, et nous sautons tous sur cette nouvelle plateforme sans forcément réfléchir aux différents aspects qui affectent notre travail et les données que nous communiquons. Et dans ces espaces, comme nous l'avons dit auparavant, la désinformation court vite parce que nous faisons confiance aux gens qui se trouvent sur ces groupes avec nous et parce qu'il est très, très facile de transmettre des informations. Différentes applications ont des listes de diffusion qui facilitent le partage. Donc, par exemple, on peut avoir une liste de tous nos camarades d'école et leur envoyer à tous un message à tous les gens de ce groupe d'un seul clic. Et donc, ces propriétés rendent l'information et la désinformation très, très rapides. Le fait que ces espaces sont chiffrés, ce qui est une bonne chose parce que les gens ont droit à leur vie privée et à leurs conversations privées, mais cela rend le suivi de ces conversations très difficile. Cela signifie également que l'origine des messages est parfois très difficile à vérifier. Lorsqu'on transmet une photo ou une vidéo sur WhatsApp, les informations contextuelles sont masquées, donc il peut être très difficile de savoir d'où elle vient. Et la plupart d'entre nous, nous n'essayons pas de faire cela parce que nous faisons confiance à nos amis, à notre famille, et donc nous transmettons ces informations. Par exemple, du côté droit, ça vient de Telegram en Iran. C'est un message en farsi, je ne peux pas le lire, mais ce qu'il dit, c'est que quelqu'un partage quelque chose, on dirait que c'est des actualités. Un rapport du CDC, le Centre de contrôle des maladies aux États-Unis, disant que 3150 personnes auraient été paralysées après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19. Donc ça, c'est un aperçu de l'image, un aperçu de l'article. Il est si facile de faire confiance à l'expéditeur, de cliquer et de le transmettre à d'autres personnes. Alors qu'en fait, lorsqu'on clique sur le récit, l'article complet, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas quelque chose d'authentique. Donc, c'est un contenu d'imposteur. Celui-ci en particulier utilise le style et le look des quotidiens, des articles de presse pour faire semblant que c'est un article authentique. Parlons maintenant de WhatsApp, un espace très, très important. Plus de 8 milliards d'utilisateurs actifs du monde entier. C'est l'application de messagerie la plus populaire dans le monde.
et c'est la plus grande au Brésil, en Espagne et en Inde. Une fois encore, en fonction de la communauté de diaspora, ça peut être un espace très important pour nous à suivre pour toucher certains publics. Et il y a certains acteurs qui déclarent que ces espaces de diaspora sont utilisés pour communiquer et ils ciblent ces espaces en particulier parce que les informations sont faciles à partager, on fait confiance aux gens qui s'y trouvent et il est difficile de corriger les informations. Et encore une complication, c'est la langue. Donc, par exemple, du côté droit, vous voyez un exemple que j'ai vu sur mon groupe WhatsApp au Mexique. Une chose qui devrait immédiatement nous donner la puce à l'oreille, c'est combien de fois ce message a été transmis. C'est une mesure que WhatsApp a mise en place au cours des dernières années et cela nous permet de comprendre à quelle vitesse les informations courent. Dans ce message particulier, ils disent que c'est une traduction d'un message de quelqu'un qui travaille pour une société pharmaceutique et de l'école d'administration de Harvard. Donc, ils utilisent des grands noms auxquels les gens font confiance, qui ont une grande réputation. Donc, ce que le message dit, c'est que la COVID est réelle, mais que si on boit de l'eau chaude avec du citron tous les matins, pendant un certain nombre de minutes et de différentes façons, on peut éliminer le virus de la gorge. Et donc, comme ces communautés ne peuvent pas vérifier la source d'origine en anglais, c'est pour cela que le message est traduit. Il est très facile de diffuser ce genre de message et en utilisant les noms d'institutions auxquelles les gens font confiance. Donc, j'ai dû intervenir auprès d'un membre de ma famille. Nous avons fait une petite enquête ensemble pour essayer de trouver la source. Nous n'avons pas réussi à trouver ce genre d'informations. Les noms des gens ne sont pas authentiques, ils sont réels. Ils travaillent à ces endroits, mais leur nom et leur autorité a simplement été emprunté et placé dans un message, dans un faux message. Nous avons fait un projet particulier par rapport à WhatsApp et la désinformation pendant les élections présidentielles au Brésil en 2018. Et nous avons regardé 24 salles de presse sur une période de 12 semaines avec une ligne de signalement téléphonique. Nous avons demandé aux Brésiliens de nous envoyez-nous les messages que vous recevez sur WhatsApp. Nous pouvons les vérifier. Envoyez-nous tout ce que vous recevez et pour lequel vous avez des doutes. Partagez-le avec nous. Comprova a reçu plus de 100 000 messages avec tous et les résultats de ce projet sont disponibles sur notre site web en anglais si cela vous intéresse. Et je vais vous donner certains des principaux résultats. Donc, des aspects visuels, la plupart des contenus envoyés par les gens sont visuels, des images plus que tout, pour plusieurs raisons. Une image, c'est un fichier autonome. Lorsque je l'envoie sur WhatsApp, elle a déjà toutes les informations nécessaires. Elles prennent moins de place que les vidéos, donc sont plus faciles à partager lorsque nous avons des problèmes de mémoire dans notre téléphone. Et les images sont des moyens très attrayants d'envoyer des informations. Nous avons vu que la plupart de ces messages étaient également des images, parfois des captures d'écran, parce que si nous ne pouvons pas accéder à un site d'actualité ou d'information particulier à cause du péage numérique, c'est une manière facile de partager les informations avec des captures d'écran. Une autre qui est très difficile à étudier dans les messages en ligne, ce sont les messages audio. Il y a des informations qui sont envoyées, qui sont peut-être très émotionnelles et qui sont très difficiles à suivre. Et nous n'avons pas vraiment d'outils très efficaces pour étudier les messages audio. Donc, par exemple, 30 messages audio viraux, à peine 30 ont été envoyés à la ligne de signalement, plus de 1642 fois. Donc, ça veut dire que ces 30 messages audio étaient partout et les gens les recevaient à droite et à gauche. Dans ce cas en particulier, parce que cela avait un rapport avec les élections, des allégations de fraude électorale ont constitué une partie importante de ces messages. Et c'est ce que nous avons vu avant, qu'il s'agisse du vaccin, qu'il s'agisse du confinement, des gens transmettent des messages audio de quelqu'un qui prétend être un docteur, une infirmière,
mais lorsque nous voulons retrouver la source, il est très difficile de le faire. Lorsque nous parlons d'intervention, que nous soyons journalistes ou chercheurs, il est très important de considérer le point de basculement, le point critique. Nous allons faire toute une séance sur cette idée plus tard dans quelques semaines et je vous invite à nous rejoindre pour cette séance parce que nous allons parler de cet équilibre délicat entre le risque public, d'une part, par rapport à un message, et d'autre part, le risque d'amplification qui existe par rapport à ce message lorsque nous en parlons. Et avec les applications de messagerie fermée, il est très difficile de gérer cela. Les messages WhatsApp que je vous ai montrés, on peut éliminer le Covid en buvant de l'eau chaude. Il est difficile de savoir combien de personnes partagent ce message, sauf si nous avons une ligne de signalement que les gens peuvent utiliser pour les envoyer. Mais cela est très différent, par exemple, avec la recherche d'un hashtag sur Twitter, où nous pouvons voir les volumes, les quantités, et nous pouvons décider est-ce que je vais empirer la situation en parlant de cette rumeur, ou est-ce que le risque de cette rumeur est tellement important que cela n'a pas d'importance. Et voilà encore un autre exemple de Comprova. Cette capture d'écran a été partagée 663 fois dans la ligne de signalement, donc beaucoup plus de fois à l'extérieur. Elle montre une fausse conversation entre l'ancien président de Petrobras, José Sergio Gabrielli, et Fernando Haddad. Et dans cet échange, il coordonne une attaque contre Bolsonaro, qui finalement a été élu président, avec Folha, qui est l'un des plus importants quotidiens du Brésil. Et c'était une fausse conversation qui a été transmise de très nombreuses fois. Et il est très facile de faire une capture d'écran. Et encore un autre exemple, la photo à droite, c'est l'une des images les plus courantes que nous avons reçues dans le cadre de ce projet. Il y a une boîte pleine de bulletins de vote à l'arrière de ce pick-up. Et les gens disent que c'est comme ça qu'ils violent les bulletins, ils trafiquent les élections, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une boîte à l'arrière d'un pick-up. Mais le message et la description qui l'entoure qui peuvent avoir un impact très important. Rapidement, parlons de l'éthique. Lorsque nous accédons à ces espaces, et nous devons concilier le droit à la vie privée des gens et l'intérêt du public. Si l'information est suffisamment importante, nous devons faire attention parce que les gens s'attendent à ce que leur vie privée soit respectée. Il y a beaucoup de questions à se poser. Quelle est la taille du groupe? Avons-nous essayé de trouver ces informations de différentes manières? Est-ce que nous écririons cette histoire, cet article en utilisant les noms des gens? Est-ce que nous voulons entrer sur plusieurs groupes? Quel est l'intérêt public potentiel de cet article? Donc, toutes ces questions, nous devons y répondre pour trouver une réponse. Donc, l'attente du respect à la privée est très importante. C'est là une capture d'écran d'un groupe de parents au comté de Santa Cruz aux États-Unis. C'est un groupe pour les parents. Donc, si vous allez entrer dans ce groupe qui a 60 membres, 69 membres, qu'est-ce que vous allez dire? Et si vous n'êtes pas papa, vous n'êtes pas maman? Et si vous n'habitez pas dans le comté de Santa Cruz? Est-ce que vous allez poser est-ce que vous allez répondre à des questions d'inscription? Certains groupes ont des questions qui posent aux gens qui veulent s'inscrire. Quelles sont vos croyances? Où habitez-vous? Allez-vous répondre de manière véridique? Qu'est-ce que cela signifie pour l'éthique de votre travail? Ce groupe a plus de 900 membres, alors que le groupe d'avant n'en avait que 69, par exemple. Également le risque de sécurité qui existe pour vous. Lorsque vous accédez à certains de ces espaces et de ces plateformes, elles vous demanderont peut-être de donner des informations d'identification et accéderont à certaines de vos données sur votre téléphone. Donc, il faut savoir qu'est-ce que nous allons donner et non seulement ce que nous voulons recevoir dans ces espaces. Nous avons tout un document qui détaille toutes les questions à se poser avant d'accéder à ces espaces pour sous-peser les avantages et les inconvénients avec votre responsable hiérarchique ou avec votre chef de service. Surtout si vous allez accéder à des espaces qui peuvent être hostiles pour vous. OK, nous avons presque fini. Ligne de signalement, c'est une idée qui est très, très utile pour savoir ce que les gens se partagent les uns avec les autres sur ces espaces. Parce qu'on se dit, je suis déjà sur WhatsApp, envoyez-moi, transmettez-moi ce que vous avez écrit à vos cousins et je vais vérifier les faits pour vous. Là, c'est un bel article
sur la manière dont Line permet de faire cela au Japon. Donc, Line a créé cette ligne de signalement. On peut leur envoyer un message et ils vont faire la vérification par un groupe de vérificateurs de faits. Et donc, ils vont sur ces espaces et réfléchissent à ce genre de choses. Les objectifs d'une ligne de signalement doivent être de toucher des publics qui sont plus vulnérables, peut-être parce que ce sont des communautés minoritaires qui parlent une autre langue, qui se concentrent sur un sujet particulier. On peut faire équipe avec des groupes communautaires, des gens qui sont sur place, pour bâtir la confiance au sein de ces communautés. Pour trouver certains de ces liens publics, rapidement, 3 choses, et puis nous en finissons. On peut utiliser une recherche de site pour trouver des canaux particuliers sur site. Si on saisit site 2.t.me et les mots-clés de la recherche, cela nous permet de trouver des choses, des liens publics. Et il faut dire à Google de ne pas omettre certains résultats. Et une fois que nous y accédons, on n'est pas obligé de s'inscrire au groupe pour voir le contenu s'il est public. Il suffit de cliquer sur ce bouton qui dit de Preview Channel. Et donc, on n'est pas obligé de s'inscrire. Évidemment, cela ne concerne que les groupes publics, pas pour les groupes privés. On peut également faire une recherche chat.whatsapp.com sur n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux ou n'importe quel moteur de recherche pour trouver des liens d'invitation publique que les gens ont placés sur Internet. Nous en avons brièvement parlé auparavant. Donc, vous allez les trouver. Et la prochaine question, maintenant que je les ai trouvés, est-ce que je devrais y entrer et comment? Nous avons tout un guide qui examine les questions d'éthique et les questions techniques de ces espaces. Vous le trouverez sur notre page web.